Quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore un nouveau dossier. Ouais, actuellement, c'est Gati Mahama sur le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Actuellement, il y a un plateau qui est en train de faire des révélations lourdes sur sa petite sœur Nina Keïta, en montrant les preuves, genre les audios et les vidéos. Donc les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Relation très étroite avec le criminel sexuel, l'un des plus grands criminels du monde selon la presse internationale, qui est mort et pendu dans sa cellule d'une prison de haute sécurité aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs de ses complices ont aussi trouvé la mort, tels que Jean-Luc Brunel, celui qui a mis en contact Nina Keïta et Epstein. Lui aussi s'est suicidé en 2022. L'affaire a en tout cas pris cette tournure après la publication par le département de la justice des États-Unis de plus de 3 millions de documents, des conversations, des vidéos, des photos et aussi des images des appartements de monsieur Epstein après donc l'intervention du Federal Bureau of Investigation dans les domiciles du criminel, tant en Floride qu'en aussi au Nouveau-Mexique, mais aussi sur son île privée, au large des îles Vierges britanniques. En Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, donc le régime d'Alassane Dramane Ouattara jusque-là ne se prononce pas. La presse nationale, elle, s'inquiète de l'impact que cette affaire peut avoir sur l'image de la Côte d'Ivoire et aussi sur, même on va dire, bon, voilà, sur l'image, surtout l'image, parce que les autres ont été cités comme ayant été contactés par monsieur Jeffrey Epstein pour faire des affaires. Mais Nina était très proche de ce monsieur, c'est ce qui donc suscite beaucoup d'interrogations en Côte d'Ivoire. Hier, pour la première fois depuis que cette affaire a éclaté, un homme courageux a pris la parole sur donc la chaîne de télévision qui appartient au Ouattara, NCI, la nouvelle TCI, la chaîne des rebelles qui désormais s'appelle NCI, Nouvelle Côte d'Ivoire, comme si il y avait une ancienne Côte d'Ivoire. Cette chaîne qui appartient au fils de Dominique Nouvian Folorou Ouattara, qui sûrement elle aussi aura une implication dans cette affaire, n'a pas donné la parole pour ça, pour discuter de l'affaire, mais ce courageux monsieur a pris la parole pour demander au régime d'Alassane Dramane Ouattara d'éclaircir l'opinion publique nationale sur l'implication de Nina Keïta dans ce scandale. Docteur Xavier Kouadjou, je commence avec vous. Commence par moi. C'est un carton rouge. Demandez à nos autorités de communiquer. L'affaire Epstein a soulevé la polémique. L'une de nos compatriotes est citée. Nous demandons à l'État de communiquer pour ne plus qu'on ait affaire à toutes les rumeurs qui circulent. On a besoin d'informations de nos politiques. On a besoin d'informations. On a besoin d'informations de nos politiques. On a besoin que le gouvernement ivoirien communique sur cette affaire pour éviter que chacun aille de ses suppositions et supputations, que chacun donc essaie de comprendre cette affaire avec ce qui peut créer, ce que cela peut créer comme fake news diffusée, et surtout sur l'impact de cette affaire sur la Côte d'Ivoire. Qui est Nina Keïta, la nièce d'Alassane Dramane Ouattara, qui n'avait jamais travaillé. Elle a été, comme vous le voyez donc, bombardée, directrice générale adjointe de la Petroci, le fonds, le fonds pétrolier. C'est aussi la société qui s'occupe de la gestion des stocks pétroliers de la Côte d'Ivoire, mais aussi des pays environnants, à savoir les pays de l'internat, le Mali, le Burkina Faso, mais aussi la Guinée-Conakry et même un peu au-delà de cela. On va donc voir un peu ici ce reportage-là sur Nina Keïta. Certains d'entre vous ne l'ont jamais vu parler. Vous allez pour la première fois l'entendre, l'écouter. Voici donc la nièce d'Alassane Dramane Ouattara, amie de Jeffrey Epstein, l'un des plus grands criminels du monde depuis la création du monde. C'est important de le préciser. Les gesticiens, n'oublions pas les gestes barrières. Voilà, c'est Nina Keïta comme ça. Il ne peut voler que si ces deux hommes sont développés. J'ai été fortement impressionnée par la qualité du travail de ces étudiants qu'on appelle des auditeurs. Ici, nous sommes à Gestoussi, d'une installation à haut risque, entourée de la cire.
une usine, une raffinerie, la Petrosi Gaz, Petrosi Pipe. Donc c'est une enceinte à haut risque. Une enceinte à haut risque. La Petrosi est une enceinte à haut risque, entourée d'autres sociétés donc pétrolières telles que la CIR, la société ivoirienne de raffinage, qui se charge donc de raffiner le pétrole en produits dérivés tels que l'essence, tels que le gasoil et aussi souvent même en gaz. Et donc il y a aussi là la SMB, il y a d'autres sociétés, toutes ces sociétés donc à haut risque qui sont concentrées dans un seul endroit, et on a mis quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle dans le domaine, qui ne sait absolument rien de pétrole, qui a été formé par exemple à la cosmétique, mais qu'Alassane Dramane Ouattara a bombardé, donc directrice générale adjointe du fonds d'entretien, pas du fonds d'entretien routier, ça aurait même été encore acceptable, mais plutôt directrice générale adjointe de la Petrosi. Nous voyons là Nina Keïta. On va donc, on la voit ici dans ses débuts, lorsque Nina Keïta n'était qu'une, on la voit ici, vous la voyez, donc ça c'est Nina Keïta sur un plateau de tournage, de tournage, c'est ça. Voilà, lorsqu'elle faisait encore le mannequinat, on a vu d'autres images de cette jeune dame d'une quarantaine d'années maintenant, qui a été nommée lorsqu'elle avait la trentaine, sans avoir eu une expérience professionnelle. Rien, absolument rien. On va donc encore faire, on va continuer donc on va écouter, on va regarder, on va écouter Nina Keïta, c'est important. Il ne peut voler que si ces deux ailes sont développées. J'ai été fortement impressionnée par la qualité du travail de ces étudiants qu'on appelle des auditeurs. Ici, nous sommes à Gestoussi, d'une installation à haut risque, entourée de la CIR, qui est une usine, une raffinerie, la Petrosi Gaz, Petrosi Pipe. Donc c'est une enceinte à haut risque. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Nina Keïta. Elle serait la nièce de je sais pas par quelle branche de Ouattara, avec la directrice adjointe de la Gestosi. La Gestosi, c'est le service de gestion des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Oui. Et on s'aperçoit que cette jeune femme a quand même fait des visites dans l'île d'Epstein. Ah oui. C'est dans ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire les voyageurs qui sont notifiés dans les dossiers Epstein. Et c'est cette femme qui se trouve à la tête de la Gestosi. Elle est vice-directrice adjointe de la Gestosi. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Ben, c'était déjà impressionnant le fait, même si elle a pris l'avion d'Estin, c'est impressionnant de passer du statut de mannequin au statut de chef d'entreprise ou de dirigeant d'une société d'État au niveau de la Gestosi, parce que c'est pas simplement l'arachide ou quoi que ce soit, c'est le pétrole. Nous travaillons en parfaite intelligence, main dans la main. Voilà, donc vous avez vu, nous travaillons main dans la main en parfaite intelligence. C'est donc le directeur général de Gestosi, un proche aussi d'Alassane Dramane Ouattara. On voit donc les deux, et Nina Keïta qui est son adjoint, mais qui en réalité est celle donc qui dirige cette entreprise d'État. Et c'est quand même assez grave, hein? C'est assez grave. Et Nina Keïta est donc la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai déjà expliqué durant ici plusieurs directs comment cette dame a mis en contact Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement avec le pédocriminel condamné déjà à cette date. En 2008, il avait été condamné à plusieurs années de prison pour sollicitation de prostitution de mineurs. Donc c'était un criminel enregistré au fichier donc des personnes, des criminels sexuels, qui a été invité en Côte d'Ivoire. On verra tout à l'heure au cours du séjour qu'est-ce que Nina Keïta a préparé pour son ami monsieur Jeffrey Epstein. On va voir ça tout à l'heure. Mais avant ça, permettez-moi donc, chers frères et sœurs, voilà, ici sur la voie de la résistance, juste une petite minute pour ne pas qu'on se mélange un peu les pédales. Voici l'époux de Nina Keïta, Maître Camara, c'est comme ça qu'il s'appelle, Camara
voilà, Camara avait épousé Nina qui était enceinte. Donc là, on se pose aussi la question de savoir est-ce que Camara est le père. Bon, là, on est obligé de rentrer un peu dans la vie privée pour comprendre, parce que si vous ne connaissez pas les gens personnellement, c'est un peu difficile de pouvoir donc de les connaître dans l'espace public. Camara était un avocat donc un avocat inconnu, obscur au barreau de Côte d'Ivoire. Et bon, c'était quelqu'un qui ne s'adonnait pas à la politique, vraiment. Alors, Nina Keïta arrive, elle est bombardée, directrice générale adjointe de Geste aussi. Nous sommes en 2019. Nina a dû fuir les États-Unis lorsque Jeffrey a été arrêté. En 2018, la jeune dame qui, selon son CV qu'elle a produit, où il y a assez de contre-vérités d'ailleurs qui sont mentionnées, la jeune dame a eu recours à Jeffrey Epstein pour lui trouver un poste de chief of staff, c'est-à-dire de directeur de cabinet d'un grand patron ou autre. Et ça, c'était après avoir fini son certificat à Columbia. Jeffrey, qui avait déjà commencé à avoir des problèmes, n'a pas répondu à ce mail, à notre connaissance. Nina avait adjoint à ce mail un CV, un curriculum vitae, nanti, mais qui en réalité comportait plusieurs contre-vérités aussi. Par exemple, elle disait, puisque nous étions en 2018, elle disait avoir, par exemple, sauvé de la banqueroute la société Fraternité Matin, société Edipresse. Fraternité Matin, ce n'est pas que le journal, c'est un groupe de presse qui édite les journaux d'autres publications. Et puis en plus de ça, Fraternité Matin contrôle donc Edipresse, la société Edipresse qui se charge de la distribution de tous les journaux en Côte d'Ivoire. Et puis la radiodiffusion télévision ivoirienne qui dispose de 3 chaînes de télévision, la RTI 1, la RTI 2 et RTI 3, et qui en plus aussi dispose d'une autre chaîne appelée RTI Musique et de la radio nationale de Côte d'Ivoire qui a deux chaînes, la radio nationale et puis Fréquence 2. Donc c'est un groupe de presse énorme, c'est 2 groupes de presse énormes. Nina Keïta a dit qu'elle siégeait au conseil d'administration de ces deux groupes et qu'elle aurait aidé donc ces entreprises à éviter la banqueroute. Ce qui est archi faux. Elle mentionne aussi avoir eu un diplôme donc d'une grande école de commerce en France, l'école supérieure des sciences commerciales appliquées d'Angers, et après donc des recherches minutieuses dans les annuaires de cette école concernant les anciens étudiants et les anciennes étudiantes, Nina Keïta n'y apparaît pas comme diplômée en 2005. Voilà, toujours est-il que de 2005, selon elle, où elle a son diplôme, jusqu'en 2011, où Alassane Dramane Ouattara accède au pouvoir, la jeune dame n'a même pas fait ne serait-ce qu'un seul stage en France ou ailleurs, même en Côte d'Ivoire. Et elle dit simplement avoir travaillé pour une entreprise de mannequinat, une agence de mannequinat, Karine Model, qui appartenait à l'homme d'affaires Brunel, qui était un associé de M. Epstein, qui lui convoyait des filles depuis la France ou d'autres pays en Europe et qui s'est suicidé après avoir été arrêté à l'aéroport de Roissy et emprisonné dans l'attente de son procès, accusé d'avoir fourni des jeunes filles, des mineurs, bas âge, à Jeffrey Epstein pour des actes sexuels répréhensibles parce que ce sont des mineurs, et ensuite pour aussi lui-même avoir agressé sexuellement, avoir violé des filles. Je rappelle que l'âge sexuel en Europe, c'est 16 ans. Une fille de 16 ans, vous pouvez sortir avec elle, il n'y a pas de problème. En dessous de 16 ans, 14, 15 ans, les jeunes filles souvent n'ont pas encore connu leur puberté, etc. Ça, c'est un délit, et en plus, à cela, il faut ajouter l'agression sexuelle, c'est-à-dire contre leur volonté. Donc, Brunel a été condamné, mais Nina a fait la connaissance. Nina, qui travaillait pour Brunel depuis 1999, va commencer à fréquenter Jeffrey Epstein. Elle dit être diplômée de l'ESCA d'Angers et ensuite d'avoir travaillé comme modèle. Mais en tout cas, on voit que la jeune dame
à plusieurs reprises, demande de l'argent à Jeffrey Epstein. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de revenus ou pas assez pour couvrir donc, son train de vie. Donc, elle avait recours à ce personnage sulfureux, lugubre, un des plus grands criminels de l'histoire pour pouvoir vivre la vie de Louga, comme on dit en Côte d'Ivoire, en Europe. Alors, ce qui nous intéresse ici, et qui nous intéresse, en 2018, elle a recours à ce monsieur pour avoir un travail. Elle souhaitait avoir un salaire de $150,000, soit 100 millions de francs CFA annuels. Cela n'a pas abouti, mais elle est passée par monsieur Jeffrey Epstein pour obtenir un stage au sein de l'entreprise Estée Lauder. Après donc ce stage, nanti de son certificat, on espère que réellement elle a eu le certificat, mademoiselle à l'époque, Nina Keita, qui voit que son ami Jeffrey est arrêté pour sollicitation de mineurs. L'affaire jusque-là n'était pas totalement connue. C'était une investigation après des plaintes d'une jeune fille, une jeune fille britannique qui s'est suicidée depuis, qui affirme avoir été violée par le frère du roi actuel, le roi Charles III, c'est-à-dire le prince Andrew. Alors là, il y a donc une enquête qui est ouverte et l'enquête conduit à M. Jeffrey qui aurait organisé donc cette soirée où la jeune fille a été violée. Il y a d'autres jeunes filles qui vont donc se pointer à la police pour eux aussi porter plainte contre Jeffrey et contre ses amis. Alors, on a l'ouverture du dossier Epstein. Et donc, en 2018, nous sommes en 2018. En 2019, M. Epstein est arrêté et emprisonné à la prison de haute sécurité de New York, où se trouve actuellement, par exemple, le président Maduro, l'ex-président Maduro du Venezuela, et aussi le chef du cartel de narcotrafic mexicain, Chapo Guzman. C'est là-bas qu'il va se suicider. Il y a des experts, par exemple des médecins légistes qui ont effectué l'autopsie sur le corps, qui mettent en doute le fait qu'il se soit suicidé lui-même. Il aurait été assassiné, selon ce que disent ces experts. Et surtout l'expert qui a réalisé l'autopsie sur son corps. C'est important. Lorsque M. Jeffrey est arrêté, Nina Keita s'enfuit des États-Unis et atterrit en Côte d'Ivoire. Initialement, son rêve était de rester aux États-Unis. Selon elle, elle disposait d'une résidence permanente aux États-Unis. Alors, elle souhaitait y travailler, peut-être envoyer ou servir de personnes, de point focal, de personnes ressources pour les investisseurs qui voulaient aller investir en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que si Jeffrey n'avait pas été arrêté, Nina déjà avait un plan. C'était de se marier à Karim Wade, le fils du président Abdoulaye Wade. Donc, elle souhaitait rester vivre à New York, la grande vie. Et peut-être aujourd'hui, on se serait retrouvé que Nina Keita serait l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis ou même la consul à New York City. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on dit? Elle serait aujourd'hui la consul générale de Côte d'Ivoire aux États-Unis avec résidence à New York. Parce que c'était ce qu'elle voulait. Commencer à travailler un peu et puis s'installer aux États-Unis. Elle avait le permis de résident permanent et elle espérait avoir donc son passeport américain. Voilà, son passeport américain. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Lorsque M. Epstein a été arrêté, Nina a pris peur parce que on a aussi ici longuement parlé de cela. Nina avait, par exemple, offert des filles à M. Jeffrey à Paris. Elle avait servi d'entremetteuse pour des filles à Paris, mais aussi à New York. Alors, la juge fédérale, parce que sollicitation de prostitution dans plusieurs États, ça devient un crime fédéral aux États-Unis. Donc, si la police mettait la main sur les documents et même des preuves dans les domiciles de M. Jeffrey Epstein en Floride ou sur l'île Vierge américaine, Nina aurait été questionnée. Est-ce Alassane Dramane Ouattara qui a recommandé à sa nièce de quitter expressément les États-Unis et venir en Côte d'Ivoire, ou bien ça a été une décision propre de mademoiselle Nina Keita, parce qu'à l'époque elle était mademoiselle. Nous sommes donc en 2019. Nina débarque en Côte d'Ivoire et comme je le dis, elle n'a absolument jamais travaillé. Elle n'a été que directrice de la communication des ministères qui avaient été spécialement créés pour
capter des investisseurs étrangers tels que M. Jeffrey Epstein. C'était le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé du budget, où on y avait nommé Abdraman Sangaré, un jeune talentueux, mais que le régime voulait utiliser un peu comme une façade pour attirer des investisseurs et surtout dire qu'ils accordaient de la chance, ils accordaient du crédit à la jeunesse, surtout cette jeunesse bien formée. Abdraman Cissé étant diplômé de Polytechnique et ayant travaillé dans le pétrole dans une banque d'affaires à New York. Alors, Nina n'a été que son directeur général, son chargé de communication, directrice chargée de la communication, et donc n'ayant pas terminé les études à Angers, elle est quand même bombardée à ce poste. Elle va faire un certificat d'abord à Columbia. On nous dit qu'elle a eu aussi un master MBA. Et donc, elle revient au pays sans expérience professionnelle. Elle est nommée à ce poste, hautement stratégique. Voilà, hautement stratégique, donc de directrice générale adjointe de la Petrosi. Un poste hautement stratégique, on la voit ici, directrice générale adjointe de Petrosi. Donc, Nina Keïta a-t-elle fui les États-Unis? Ça, c'est une question qui reste en suspens. On n'a pas encore de réponse. A-t-elle été inquiétée déjà par la justice américaine en relation avec cette affaire Jeffrey Epstein? Mais une chose est claire, lorsque la jeune femme rentre en Côte d'Ivoire en 2019, elle est âgée de 37 ans. Elle est nommée directrice générale adjointe. Je rappelle que c'est la fille de Sita Ouattara, qui serait une présumée sœur, cette dame que nous voyons, qui serait une présumée sœur d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, voici la vie que la jeune fille vivait avant l'arrivée de son oncle au pouvoir. Donc, en 2019, elle arrive, elle est bombardée à ce poste de directrice générale adjointe. On connaît un peu la vie que la jeune dame menait aux États-Unis. C'était une vie de débauche pour une jeune fille musulmane. On va qualifier cela très clairement. C'était une vie de débauche. Voilà, une vie de débauche, ce n'est pas ici, c'est les autres images que vous voyez. Une vie de débauche où la jeune dame participait à des fêtes avec des hommes d'affaires ou des hommes peu scrupuleux tels que le Jeffrey Epstein. Elle a aussi servi d'entremetteuse pour ce dernier aux États-Unis et à Paris. Elle a servi aussi d'entremetteuse entre M. Jeffrey Epstein et son oncle Alassane Dramane Ouattara pour des contrats d'achat d'armement, des contrats d'achat de matériel électronique pour espionner les opposants politiques. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose qu'on apprend des Français. Voilà, pour ceux qui l'ignorent, Madame Claude, est-ce que ça vous dit quelque chose? Madame Claude, j'espère que certains d'entre vous savent qui est Madame Claude. Est-ce que vous savez qui est Madame Claude? J'attends un peu vos messages. Savez-vous qui était Madame Claude? J'attends votre réaction. Savez-vous qui est Madame Claude? Ou qui était Madame Claude? Qui était Madame Claude? Voilà, j'attends les premiers messages. Je vais voir si vous me suivez. Qui était Madame Claude? Parce que l'histoire de Nina Keïta se paraît un peu à celle de Madame Claude. Voilà, ok. Hugo Janvier, qui était Madame Claude? Est-ce que tu peux nous donner un peu une petite explication de Madame Claude? Voilà, une petite explication de Madame Claude. Voilà, parce que si vous connaissez Madame Claude, je pense que vous allez comprendre très aisément de quoi il s'agit ici. Si vous connaissez Madame Claude, vous allez comprendre. Non, c'est pas un chanteur, Madame Claude. Voilà. Madame Claude était une gérante, voilà, de maison close. Voilà, une maison close en France, à Paris. Madame Claude gérait une maison close en France. Et cette dame était la plus grande maquerelle de toute la France, presque de tous les temps. Elle avait, en tout cas, toutes les belles... Il y a même un film sur elle que vous pouvez aller taper sur Google, vous pouvez la voir. Madame Claude, toutes les belles filles ou les étudiantes qui étaient en France, qui cherchaient du travail, quand je dis du travail, vous comprenez, donc, qui n'avaient pas d'argent et tout, qui souhaitaient gagner un peu d'argent, Madame Claude les récupérait et il y avait des grands hommes de la politique, des finances, etc., en tout cas les industriels, les hommes du spectacle, etc., qui partaient chez Madame Claude. Elle tenait un bordel. En fait, en France, on dit une maison close. Les maisons closes ont disparu en France, mais à l'époque, c'était ça. Madame Claude
a commencé à travailler pour les services de renseignement français, pour le SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Et la DGSE, maintenant c'est la DGSE, à l'époque c'était le SDEC, le service de documentation de l'État et quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le SDEC demandait, donc ils avaient mis des micros dans les maisons closes, dans les chambres de chez Madame Claude, et les filles étaient utilisées comme des agents secrets. Les filles de joie, les filles qui étaient chez Madame Claude. Donc lorsqu'elles allaient dormir avec les chefs, ces grands patrons, elles devaient entamer la conversation dans un moment, vous savez, où quand l'homme a ce problème. Devant la femme, il y a beaucoup d'hommes qui sont très faibles. Voilà, une fois surtout quand il est un peu assoupi, il commence à raconter beaucoup de choses. Et bon, aujourd'hui même, vous savez, le grand chef, le plus grand criminel qui a été tué là, El Mencho, parce qu'on a suivi sa maîtresse. Elle devait aller le croiser quelque part. On l'avait mis sur écoute. La CIA, la DEA l'avait mis sur écoute. Et donc, quand elle est allée le croiser, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé l'endroit. Si on vous demandez, mais comment un homme aussi puissant, et avec ce que vous voyez sur les réseaux, il avait des militaires, il y avait des gens qui le protégeaient et tout ça, comment est-ce qu'il a été cueilli aussi facilement? Parce qu'il était sans sa protection, il est allé voir sa maîtresse. Il est parti pour rencontrer sa maîtresse. Voilà comment il est tombé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et Madame Claude, c'était ça. Tous les chefs qui passaient, les gens recueillaient des informations et les transmettaient à la SDEC. En échange, les services secrets avaient pu donc avoir de l'Élysée cette comment est-ce qu'on va appeler ça, voilà, cette protection pour Madame Claude. Donc son bordel, on ne dérangeait pas sa maison close. Elle avait une maison close. On ne la dérangeait pas. On la laissait travailler tranquillement. Donc le tout Paris connaissait Madame Claude. Elle était protégée en haut lieu par les services de renseignement. Vous comprenez? On nous dit qu'Epstein était membre du Mossad. Bon, c'est possible. Ça, je n'irai pas là-bas. Voilà. Donc, une fille de chez Madame Claude, parce que c'est important de faire le rapprochement, une fille de chez Madame Claude, c'est elle qui a été à l'origine du coup d'État qui a eu lieu au Tchad. Le premier coup d'État au Tchad contre François Tombalbaye. Tombalbaye était un président africain, d'ailleurs, comme à l'époque, tous les dirigeants africains, même tous les cadres africains, quand ils allaient en Europe, ils voulaient goûter la femme blanche. Donc, quand tu veux goûter la femme blanche, bon, ceux qui les recevaient, voilà, les hommes du Quai d'Orsay et tout ça, ah ben, on va vous envoyer chez Madame Claude, ou bon, voilà, on va vous envoyer quelque part, vous allez aimer. Ou bien même, Madame Claude livrait des filles à ses chefs d'État. À Tombalbaye, on lui livrait des filles. On livrait des filles à Tombalbaye dans son hôtel. Ça peut être au Méris, ça peut être l'autre hôtel où Nina a livré Sadia, j'ai oublié le nom de cet hôtel, le RIS. Voilà, donc on livrait des grandes filles. Voilà, on livrait des grandes filles dans ces hôtels. On livrait des filles dans ces hôtels pour eux. Alors les filles étaient chargées de ramener des informations. Qu'est-ce que tel ou tel président comptait faire? Et Tombalbaye a dit à cette fille avec qui il a dormi que lui, il voulait, vraiment il était fatigué des Français là qui le tournent en rond, ils ne veulent pas vraiment l'aider. Et lui, il va se tourner vers la Russie. C'est ce que la fille est allée dire soit à Madame Claude, soit à son agent traitant du SDEC, le service secret français. Quand Tombalbaye est arrivé à N'Djamena, il n'a pas dormi 48 heures, ils sont allés le tuer dans son palais. Et même quand ils ont fini de le tuer, mais il n'y avait pas quelqu'un pour être président, on a dit à Félix Maloun, allez, viens, tu prends le pouvoir. Félix Maloun a pris le pouvoir, il n'a pas pu tenir. Les rebelles de Goukouni Ouédé et d'Hissène Habré sont venus le balayer. Ils ont créé le gouvernement d'union nationale de transition. Ensuite, la Libye est rentrée. Et depuis lors, le Tchad n'a jamais connu la paix. À cause d'une bordel. À cause d'une bordel, le Tchad n'a jamais connu la paix jusqu'à aujourd'hui. Ça, je vous rappelle ça. Vous pouvez aller lire, vous pouvez aller vous informer. Vous pouvez... Tout ce que je dis, il n'y a rien de mensonge dedans.
Alors, dans cette affaire aussi, c'est un peu la même chose. Nina Keïta jouait un peu le rôle des filles de chez Madame Claude. Elle, c'était pas pour ramener des informations. Peut-être qu'elle a aussi fait. Quand on voit une jeune fille qui n'a pas peur, les Blancs même disent que c'est un des plus grands criminels au monde. Voilà, de l'histoire. Ça veut dire que Jeffrey, qui n'aimait pas les Noirs, il faut le dire, parce que son ami qui était à Rothschild et lui critiquait les filles noires, ils auraient pu décider un matin même de la liquider, de la tuer là-bas. La voilà ici. Ils auraient pu décider de la tuer et puis la jeter son corps. Vous pensez qu'on serait allé pour les chercher? On serait allé la chercher? Voilà, ok, au Georges V, d'accord, merci. C'est les mêmes palaces de Paris, le Méris, le Georges V, le Ris. Voilà, ce sont des grands palaces de Paris. Voilà, et puis il y avait aussi le Concorde Lafayette. C'était là-bas aussi que les choses se passaient. Les chambres étaient truffées de caméras. Et ils enregistraient les gens, après on les faisait chanter et les présidents donnaient tout. Voilà, c'était comme ça que les Français travaillaient. Donc Nina a joué un peu ce rôle. Elle a été très proche de Jeffrey et elle a vu qu'elle pouvait tirer profit, gagner de l'argent avec Jeffrey, mais aussi faire des affaires puisque son oncle est devenu président. C'est d'ailleurs quand son oncle est devenu président en 2011 que la relation avec Jeffrey s'est passée à un autre niveau. On voit qu'il y a beaucoup de mails. Quand on fouille les 1300 et quelques mails, on sent qu'ils ont beaucoup communiqué à partir d'avril 2011. Mais déjà, il demandait à une femme, voilà, je veux aller à Paris, est-ce que tu ne connais pas une fille là-bas? Bon, donc Nina lui dit, bon, moi je connais, voilà, j'ai une fille, elle s'appelle Sadia. Bon, on a vu, c'est Sadia la Sadiance, elle est facile à vivre, c'est une fille qui n'a pas d'histoire, etc. Ensuite, Nina qui demande aussi à Jeffrey de tout faire pour le mettre en contact avec Karim Wade parce qu'elle aime beaucoup, elle veut le marier. Regardez là comme ça. Vraiment, la politique là, c'est autre chose. Hein? Donc, après ça, elle a donné le numéro de téléphone de la petite sœur de Sadia qui ne voulait pas le faire. Elle a donné encore une autre fille. Jeffrey l'appelle. Est-ce que tu ne connais pas une fille à New York? Je serai là-bas à tel moment. Voilà. Elle lui demande, je vais voir mon oncle. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Moi, mon oncle veut acheter, il veut louer ton avion. Il dit non, mais il n'a pas besoin de louer, il faut l'acheter, etc. Il y avait une communication de cette petite fille-là avec ce grand criminel, ce grand bandit. C'est pas moi qui le dis. Hein. Regardez, ça c'est le journal Paris Match qui dit que c'était un des plus grands criminels du monde, de toute l'histoire de l'humanité. Mais cette petite fille-là que vous voyez n'avait pas peur. Vous voyez des gens à Abidjan et peur d'eux. Hein? Vous pensez qu'une petite fille comme ça, là, elle te prend quelque part, même on dit, voilà, il y a $100,000 à l'époque. Vous pensez qu'elle va avoir pitié de toi? Ça dit, c'est pour ça, c'est comme ça, c'est beaucoup de politiciens, voilà, les refondateurs, là, beaucoup sont tombés comme ça, à cause des choses comme ça. Ça, c'est une petite fille qui n'a peur de rien. Vous voyez une petite fille de 20 ans, 20 et quelques, qui se mettent dans les grands projets avec les ministres, les présidents, pour acheter des avions, acheter ceci, acheter des trucs de communication. Fait ça. Ça, c'est pour Jeffrey qui est sorti. Mais moi, je vais vous poser une petite question. Vous pensez que Nina Keïta, dans sa carrière de mannequin ou je ne sais quoi, c'est Jeffrey Epstein là qui est la seule personnalité, personne importante, riche, qu'elle a connue? Je vous pose la question. Parce qu'il y a aussi cet aspect. Est-ce que c'est le seul criminel, est-ce que c'est le seul bandit que cette fille-là a connu? Mais quand vous la voyez aujourd'hui, on dirait même une fille d'église. Une minute. Voilà. Ok. Ouais, je suis un peu debout là. Mon dos là me fatigue un peu. Donc, vous n'allez pas me voir, mais je parle. Donc, moi, je pose la question. Vous pensez que cette fille-là, c'est Jeffrey là seulement qu'elle a connu? Moi, je ne crois pas. Hein. Elle a connu beaucoup d'autres hommes dangereux, des mafieux, ou bien des hommes, même des grands types qui ont été ses clients. Voilà, parce que Bruel là, avant de l'envoyer chez Jeffrey là, sûrement il l'envoie ailleurs. Ou bien elle a rencontré d'autres personnes par l'entremise de Jeffrey, par l'entremise de Bruel. Parce que si Jeffrey, on ne l'avait pas arrêté et on n'avait pas vu ses communications, est-ce qu'on aurait su que cette jeune fille-là connaissait? Est-ce que vous pouvez même vous imaginer un moment que cette petite fille-là, elle connaît
est-ce qu'elle connaît l'homme le plus dangereux du monde? Brunel, oui, c'est Brunel. C'est Brunel qui l'a présenté à Jeffrey. Mais Brunel l'a présenté à combien d'autres hommes? Je ne dis pas même pour des bêtises, non, je ne dis pas pour des séances sexuelles tarifées, etc. À combien d'hommes avant il a présenté? Manekina, là, tu fais quoi? Tu fais combien de défilés? Une petite fille noire, regardez là, elle va faire combien de défilés? Elle vivait comment? Est-ce que Alassane Ouattara ou Dominique Ouattara lui envoyait de l'argent tous les mois? Qui payait son école? Est-ce que vous avez posé cette question? Qui payait son école? Bon, école qu'elle n'a pas fini. Comment elle vivait là-bas? Et voilà, Brunel. Donc, est-ce que vous pensez que Brunel, là, quand les gens lui demandaient des filles, parce que lui-même, il a été arrêté, il n'a pas été condamné, il s'est pendu, parce que l'affaire, ça devenait trop grave pour lui. Brunel, il a été condamné pour agression sexuelle sur mineur. Ça veut dire que lui aussi, il passait, il les tapait aussi. Maintenant, il présentait ses filles à des gens, des riches, qui lui donnaient de l'argent. Il vendait ses filles. Brunel était un maquereau un peu comme Madame Claude. Il plaçait ses filles. Maintenant, ces filles-là, on leur donnait des instructions. Par exemple, quand tu vas voir un tel, il faut te comporter comme ça. Tu vas aller à New York, on va venir, ou bien en Floride, on va venir te chercher, comment on appelle ça, en avion privé, etc. Voilà, on va venir te chercher avec un jet privé. Et puis, voilà, vous allez partir. Donc, matin, temps, il faut être sur Paris. Elle arrive avec le TGV. Il faut être bougé à telle heure. L'hôtel est payé à Paris. C'est dans un petit palace de 4 étoiles ou 3 étoiles. Voilà. Et puis, ton billet, bon, même pas besoin de billet d'avion. Tu as ton passeport. Oui, j'ai mon passeport. Bon, tu dois être à Roissy. On va venir même vous chercher avec les limousines, service limousine à Roissy. Dans votre hôtel. Puisqu'elle dit qu'elle n'était pas à Paris, elle était à Angers. Elle étudiait à Angers, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc, depuis 1999, elle avait 17 ans qu'elle a commencé, selon le CV qu'elle a présenté. Donc, le temps qu'elle connaît Jeffrey, je ne pense pas qu'elle était à Paris. Donc, on va la chercher, elle est à l'hôtel. Après, elles arrivent au bouger. Elles sont dans le jet privé, le Lolita Express qui est arrivé. Ils grimpent à bord et direction New York. Elle a fait le voyage plusieurs fois. Donc, moi, je dis, bon, ça, c'est une seule personne qu'on a reçu l'histoire. Mais et les autres? Ce que Brunel lui a présenté. Et puis, eux là, on les a jamais attrapés, que ouais, il faisait les enfants, ou bien il n'a pas écrit journal pour laisser là. Il n'a pas écrit journal pour laisser là. On ne le saura jamais. Mais ce qui compte, ce qui nous intéresse ici, c'est que cette dame a poussé la relation qui devait être peut-être pour aller juste s'amuser un peu. Ce monsieur a connu des milliers de filles. Alors nous nous posons la question, pourquoi c'est spécialement Nina Keita qui arrive à échanger autant? Parce que jusque-là, on ne nous parle pas que les autres filles qui l'ont fréquenté. Parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Les autres filles qui ont fréquenté Jeffrey Epstein là, aujourd'hui, la majorité, elle porte plainte. C'était des mineurs à l'époque. Elle porte plainte. Que oui, on m'a violenté, on m'a fait. Il y a une même qui était sortie. Oui, les gens, ils mangent les hommes tant crier. Elle était de folle. Qu'on l'a pris, on l'a plus revu. La vidéo circule encore sur les réseaux sociaux. On ne peut pas montrer ces choses ici pour ne pas qu'on nous ferme la chaîne. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les filles aujourd'hui demandent l'argent. Elles veulent être indemnisées. Mais Nina, ça ne lui dit rien. C'est le passé, elle a tiré un trait dessus. Non, c'est ni vu ni connu. Donc il y a un problème. Quelle était la nature réelle de leur relation? Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que en 2019, j'ai parlé un peu du temps qu'elle a fui quand ils ont arrêté le monsieur et puis elle est venue en Afrique. Donc au moins de 2011 à 2019, ils ont eu des interactions très très fréquentes. On voit souvent des messages le 3, le 4, le 5 janvier, février, mars, avril. Ils se communiquaient régulièrement. C'est quand même assez grave vu ce qu'on est en train de savoir maintenant.
Mais il y a quand même un aspect que j'aimerais insister dessus. Quand Nina arrive en Côte d'Ivoire, elle est bombardée directement, directrice générale adjointe de la Gestosi. Voilà, la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Elle est bombardée directrice générale adjointe. Mais il y a une chose, c'est qu'elle a 37 ans, mais elle n'est pas mariée et puis elle n'a pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ça veut dire que même si elle a réussi, maintenant elle gagne beaucoup d'argent. Vous savez, dans ces familles, quand vous n'êtes pas marié, quand vous n'avez pas d'enfant, on ne vous prend pas trop au sérieux. Et puis pour occuper certaines fonctions aussi, il faut que tu aies quand même une famille, tu dois être quelqu'un qui est d'un certain rang social. Bon, bref, tu dois être marié ou truc, bon, que tu ne vis pas une vie de débauche. Ou bien son oncle savait que sa nièce, c'est une débauchée, donc il fallait l'asseoir. Alors Nina était enceinte. Bon, on a vu que elle voulait croiser Karim Wade. Karim avait été en prison, il est sorti. Bon, à part Karim Wade, Karim Wade était métis. C'était un homme métis, très élégant, très beau. Bon, si ça n'a pas marché avec Karim Wade, est-ce que entre le temps qu'elle a fini, est-ce qu'elle n'a pas eu une autre relation? Parce que on s'étonne que Nina arrive pour aller se marier avec ce vieux-là. Hein? On se pose un peu cette question. Aller marier Camara, qui n'est même pas... Ça dit, bon, tu as l'argent maintenant, tu peux marier un homme que tu aimes. Va-t-elle nous dire que le tonton là, et Camara, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner son prénom là aussi, c'est Camara quelque chose là. Maître Camara quelque chose. Bon, donc elle est allée faire le mariage quand elle était enceinte. Donc on se pose la question de savoir si ça n'a pas été un mariage arrangé pour peut-être cacher un peu plus de choses. Mais ça, c'est une question qui reste en suspens. On n'aura absolument jamais de réponse. Mais ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens veulent savoir, ce qui s'est passé, où on dit ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Ce qui s'est passé à New York, ça reste à New York. Ce qui s'est passé à Paris, ça reste aussi à Paris. Mais ce qui se passe à Abidjan, ça doit rester aussi à Abidjan. Donc Abidjan veut savoir. En 2012, en janvier 2012, Jeffrey arrive en Côte d'Ivoire. Après avoir rencontré Alassane Dramane Ouattara à New York, après il a rencontré aussi le fils d'Alassane Dramane Ouattara. Donc quand il arrive en Côte d'Ivoire, ou avant son arrivée en Côte d'Ivoire, Nina Keïta va envoyer ce mail à Jeffrey Epstein. On va ensemble lire le mail pour comprendre. Tout ce qui est écrit sera décrit. Also, what's your maximum bedtime? What's your maximum bedtime? Ahmed has something planned for you. Voilà, Ahmed ici et Jeffrey, on a le mail. Ahmed has something planned for you, but I'm afraid he might go very late. Ahmed, voilà, c'est quoi l'heure à laquelle tu dois aller au lit au maximum? Parce que Ahmed, voilà, Ahmed Bakayoko, a préparé quelque chose pour toi. C'est ce que nous sommes en train de lire, chers frères. Donc, Ahmed a préparé quelque chose pour toi, mais j'ai peur que cela ne se prolonge jusque tard dans la nuit. Entre parenthèses, Ahmed a préparé un dîner chez lui à la maison. Le mail, le monde a parlé de ce mail. On voit Ninaka. Bon, son mail est fermé. To Jeffrey Epstein. Le mail de Jeffrey, c'est Jeffrey Epstein Vacation. Vacation, quelque chose, gmail.com. Bon, même s'ils ont caché, on peut le savoir. Et donc, le mail date du 14 janvier 2012 à 8h21 minutes et 57 secondes. On sait qu'en 2011, les deux personnes ont beaucoup échangé. Et là, donc en 2012, bon, Ouattara a rencontré Jeffrey aux États-Unis. Et donc, Jeffrey, qui a été aussi à Paris, qui a rencontré l'ami de la Sadia et tout ça, Jeffrey décide donc
de venir en Côte d'Ivoire. Il est mis en confiance. On a parlé aussi du mail qu'elle a adressé à Jeffrey pour se plaindre du ministre Charles Dibi Kofi qui sera renvoyé du gouvernement après. On va créer au ministère de l'économie une branche chargée du budget et des participations de l'État et tout ça. Tout ça, c'est elle. Elle était très active dans les communications avec Jeffrey. Mais ce mail est particulièrement important. Si la justice, le reste, je vous ai dit, c'est des choses qui se sont passées dans d'autres pays. Voilà. Souvent, ça peut être des adultes. Nous, on n'a pas besoin de savoir ce que Madame Nina Keïta a fait avant son mariage, ce qu'elle a fait avec Jeffrey ou une autre personne. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Lorsque Jeffrey arrive en Côte d'Ivoire en janvier 2012. Et d'ailleurs, les achats de matériel pour espionner, l'achat de l'avion, bon, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de criminel. Mais M. Jeffrey n'a pas été arrêté parce qu'il a fait des affaires, des ventes d'armes ou des ventes d'avions ou autres à des dictateurs ou à autres. Non, il a été arrêté parce qu'il a commis des violences sexuelles sur des mineurs. Il a commis des violences sexuelles sur des mineurs. Bon, Hugo me dit il ne couchait pas avec les Noirs. Non, c'est pas vrai. Il couchait avec les Noirs, mais après, il les critiquait, il les insultait. La preuve, il a rencontré Sadia. C'est prouvé qu'au mois de août 2011, Jeffrey Epstein a rencontré Sadia la Sadiance à l'hôtel Ritz à Paris, en France. Et bon, il n'a peut-être pas trop apprécié qu'il a demandé à Sadia de lui envoyer sa petite sœur. C'est que Sadia a refusé. Bon, pas refusé, mais elle a traîné les pieds. En Afrique, ça veut dire c'est un non poli. Peut-être par jalousie pour éviter que sa sœur lui rafle le marché, ou peut-être parce que ce qu'elle a vu là-bas, ou bien elle s'est renseignée un peu sur l'homme, elle ne voulait pas que sa sœur soit en danger. Voilà les deux cas possibles. Donc, il a été avec des filles noires. Et Nina, lui, a encore trouvé une autre fille noire à New York, selon les mails qui sortent, que Le Monde d'ailleurs a donc aussi livré dans sa publication. Donc tout ça, c'est bien, mais c'est pas trop important. Voici la preuve. Bon, aux États-Unis, il y a une preuve qui peut condamner Nina. Parce que si il y a des gens, bon, déjà, Dr Bouga Sako dit qu'il y aura une plainte. Ils vont porter plainte aux États-Unis contre Nina pour que l'affaire soit éclaircie. Donc, si elle se rend aux États-Unis, mais en tout cas, le FBI va l'interroger. Pour ça, là, je sais que quand on vient, on fait les vidéos, il y en a qui pensent que on vient ici parce qu'on a envie de se faire voir, on vient, on bavarde, on crie, on hurle. Non, 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 non. Moi, je vous le dis toujours, si c'est pour venir hurler, je ne serai pas venu ici. Je peux faire d'autres types de vidéos, je serai heureux aussi. J'essaie d'expliquer les choses facilement pour que tout le monde comprenne. Désolé souvent quand c'est un peu tard, mais il le faut. Avant, Nina pouvait voyager tranquillement aux États-Unis, elle pouvait voyager en France, parce que l'affaire n'était pas encore publique. Mais là, il y a une affaire publique, il y a des arrestations de hautes personnalités de ce monde. Donc, ou au moins, d'abord, on a au moins un message qui prouve que Nina Keïta a donné le numéro de la petite sœur de Sadia à M. Jeffrey. Peut-être que la petite sœur était en France, je le pense bien. Alors, le procureur de la République de Paris, près du tribunal des grands instants, où la procureure, c'est une dame, a ouvert une enquête sur les victimes françaises de M. Jeffrey Epstein. Madame le procureur a demandé à ce que toutes les personnes qui ont été victimes de Jeffrey s'approchent de son cabinet pour qu'elles puissent leur prendre elles puissent prendre leur déposition et sûrement ouvrir un volet. Il va y avoir aussi un jugement en France pour cette affaire. Mais là, publiquement, nous savons que il y a donc au moins au travers des mails qui sont sortis, qu'une ressortissante ivoirienne a au moins donné le numéro du
pédocriminel, a donné le numéro d'une jeune fille au pédocriminel en France. Une jeune fille qui était en France. Est-ce que la petite sœur de Sadia là, est-ce qu'elle était majeure à l'époque des faits? Voilà quelque chose qui est très factuel. Moi, je ne parle pas pour parler. Est-ce que la petite sœur de Sadia, il est bien mentionné, en tout cas dans le mail, voilà, qu'elle lui a donné, parce que c'est visible. Elle lui a donné le numéro dans un mail. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moins la justice va l'interroger pour savoir si la personne qu'elle a donné son numéro, quelle était déjà cette personne, la petite sœur de Sadia. De toute façon, si elle vit en France, les deux vivent en France, ils peuvent trouver. Mais elle sera interrogée. Ça, c'est en France. Et on va chercher à savoir si la fille, là, elle était majeure à l'époque des faits. Si elle avait l'âge sexuel, l'âge d'avoir une relation, il n'y a pas de problème. Si c'est une fille de 18 ans qui allait faire la prostitution au trot, on peut l'accuser de racolage. Mais ça, c'est quelque chose qui a prescrit, parce que ça fait déjà environ 15 ans. Donc ça prescrit. 15 ans ou 14 ans, ça prescrit. Bon, Sadia était majeure, elle avait 25 ans. Il y a beaucoup de filles qui s'adonnent à ce genre de métier. Mais au moins aujourd'hui, les Ivoiriens savent quelles sont ces filles-là qui se pavanent sur les chaînes de télévision. Et moi, je suis présentatrice, je suis businesswoman, je suis ceci, je suis cela. Les Ivoiriens savent au moins qui est cette dame qui présente sur la télévision Live TV de Fabrice Awignon, qui est proche d'Alassane Ouattara. Donc, il y a ce volet en France. Aux États-Unis, il ressort aussi des mails qu'elle a présenté une autre fille au même pédocriminel dans une autre année. Ça, je n'ai pas encore pu voir ce mail parce que m'asseoir beaucoup là, ça me fatigue. C'est pour ça souvent là, je ne vais plus être trop long dans mes lives. Donc, la justice américaine peut l'interroger aussi sur cet aspect. Et la justice américaine qui souvent agit de façon extraterritoriale peut aussi interroger Nina Keïta. Si elle met les pieds aux États-Unis, elle peut être arrêtée par le FBI, surtout qu'elle est résidente permanente, et l'interroger sur la visite de M. Jeffrey Epstein en Côte d'Ivoire et sur les filles, bon, disons, la fête même qu'il a fait avec Ahmed Bakayoko et tout ça, et ce qu'elle lui préparait. Ils peuvent l'interroger sur ça parce qu'on veut comprendre on veut comprendre la dimension du crime. La dimension disons, du crime. Puisqu'il y avait un enquêteur du FBI. Pour ce que, bon, ça, vous ne le savez sûrement pas. L'enquêteur du FBI, il appelait même là-bas la police des îles Vierges américaines, où se trouve l'île, pour leur demander est-ce qu'il y a des jeunes filles là-bas. Et il disait non. Pourquoi? Parce que l'épouse du gouverneur, là, elle travaillait pour Jeffrey sur l'île. Donc elle gagnait beaucoup d'argent. Jusqu'à le FBI n'était pas convaincu. Ça, c'était après sa condamnation en Floride. Donc le FBI ils sont venus en Côte d'Ivoire, non? Le FBI est venu en Côte d'Ivoire. Bon, là encore, c'est un autre front que peut-être je vais ouvrir. Le FBI est venu en Côte d'Ivoire pour l'affaire des Libanais de Hezbollah, des narcos de Hezbollah là, qui sont en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, vous ne savez pas si comment on appelle ça, si le FBI est venu en Côte d'Ivoire, ils se sont intéressés à cette histoire de Jeffrey Epstein, puisqu'il a été en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une enquête aussi qui doit être menée en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes disent, il y a une enquête qui sera menée en Côte d'Ivoire. Je voulais vous montrer l'article de journal là, où on nous parle du FBI qui est venu en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est clair et net. Elle le sait. Peut-être c'est les gens de RDR qui veulent crier. Mais le jour qu'elle met ses pieds aux États-Unis, elle sera arrêtée. Et elle va devoir s'expliquer. Ça, c'est clair et c'est net. Mais nous, ce qui nous intéresse sur le volet ivoirien, c'est ça. C'est ça qui nous intéresse. Ce mail. Une minute. Voilà. Donc, sur ce volet ivoirien,
la justice doit essayer de comprendre ce mail et interroger les personnes concernées. Puisque Ahmed Bakayoko est mort, c'est maintenant Nina qui doit nous expliquer. Nina dit ceci en substance. Excusez-moi. On va lire ensemble ce mail. Voilà, on va lire le mail ensemble. Nina dit, what's your maximum bedtime? Ahmed has something planned for you, but I'm afraid he might go very late. Dinner at his home with wife, plus drink somewhere, plus private night at his penthouse. He knows what you like. J'explique ou je traduis. Aussi, parce que aussi, ça veut dire qu'ils avaient eu déjà un mail avant celui-là, ça dit qu'ils s'écrivaient beaucoup. Et quelle est l'heure maximale à laquelle tu dois aller au lit? C'est à quelle heure tu vas au lit? Si on veut traduire correctement. C'est à quelle heure au maximum tu peux rester actif, quoi? À quelle heure tu dois aller au lit normalement? C'est un homme qui est très busy. Il est venu en Côte d'Ivoire, ne l'oublions pas, pour les affaires. Voilà, avant tout, pour les affaires. Et là, ça ressort quelque chose, ça traduit quelque chose. Nina veut le mettre totalement à l'aise, c'est vrai, mais ce qui l'intéresse à elle, c'est qu'il puisse conclure les business. On a vu déjà comment elle a réactionné quand Charles Dibi avait, comment on appelle ça, refusé de les rencontrer. Ça dit, elle est chaude. C'est comme elle veut gagner quelque chose, ou elle le fait pour aider son oncle. Mais pour elle, bon, le business avant tout, parce que pour elle, c'est gagner l'argent. De toute façon, tout son parcours dans ce milieu-là, aller quitter Paris, faire 7000 km ou 8000 km, aller aux États-Unis, de là-bas faire encore peut-être 1000 km pour aller sur l'île privée du monsieur, tout ça c'était pour gagner de l'argent. Donc le monsieur à Abidjan, la jeune femme, ce qui l'intéresse, c'est comment elle va gagner l'argent. Pour ça, il faut qu'ils aillent discuter des business. Donc ce qui l'intéresse là, ce qu'on ressent là, c'est que elle veut savoir, bon, il faut qu'il dorme. Elle sait que c'est un fêtard, mais il faut qu'il dorme pour qu'il puisse faire le business. Elle lui dit, quelle est l'heure maximum à laquelle tu dois dormir, puisqu'elle doit rencontrer un tel, voilà. Que Ahmed a préparé quelque chose pour toi. Je suis en train de traduire le mail. Mais j'ai peur que ça ne dure jusqu'à tard la nuit. D'abord, vous allez aller manger avec sa femme chez lui à la maison. Peut-être que c'est ça que nous sommes en train de voir. Ensuite, vous irez boire quelque chose quelque part dans une boîte de nuit, sûrement le Life qui appartient à Fabrice Sawignon. Vous voyez, c'était ça, c'est les mêmes gens, ils se connaissent. Et ensuite, vous aurez une nuit privée dans son penthouse, c'est-à-dire dans sa grosse villa, quoi, sa maison de luxe. Et elle met en parenthèse, il sait ce que tu aimes. C'est là, c'est le mot là qui condamne la petite. Il sait ce que tu aimes. Qu'est-ce que, comment on appelle ça? Qu'est-ce que Jeffrey Epstein aime? Question. Ahmed Bakayoko sait ce que Jeffrey Epstein aime. Et qui a dit à Ahmed Bakayoko ce que Jeffrey Epstein aime, puisque Ahmed Bakayoko ne le connaissait pas. C'est un boucantier qui est à Abidjan, c'est elle qui a fait les contacts pour qu'il vienne. Donc c'est elle qui a dit à Ahmed Bakayoko ce que le monsieur il aime. Ça veut dire que la jeune fille savait exactement à qui elle avait affaire, elle savait avec qui elle traitait, et Ahmed Bakayoko était prêt à lui fournir cela. Seulement que, bon, sur cette photo, on voit que Ahmed, qui était un homme du show, on voit que là, il n'était pas trop enthousiaste. C'est ce que je vois sur cette photo. Ahmed Bakayoko n'était pas trop enthousiaste. Il écoutait, voilà, bon, peut-être pour l'argent, qui était beaucoup et tout. Mais Ahmed sait ce que tu aimes. Il sait ce que tu aimes. Donc, vous aurez une soirée privée et ne t'inquiète pas, il sait ce que tu aimes. Dans la soirée privée, là. Puisque si c'est aller manger, imaginez, dit, vous allez avoir un dîner avec sa femme. Il sait ce que tu aimes. On peut conclure qu'elle veut parler de Ahmed Bakayoko sait ce que l'Américain, là, le bandit, là, il aime manger. On peut conclure ça comme ça. Mais non.
c'est pas, il y a trois, la soirée devait se dérouler en 3 étapes. Première étape, c'est aller manger en famille. Deuxième étape, aller boire un verre quelque part. S'il dit, il sait ce que tu aimes, on peut dire, ok, peut-être tu aimes boire le whisky, donc il va te préparer du whisky et tout. Mais là, c'est la troisième partie, la partie privée de la soirée. Dans son penthouse, vous aurez une soirée privée. C'est bien écrit dans le mail. Ne t'en fais pas, il sait ce que tu aimes. Je ne vais pas m'aventurer pour faire des suppositions. Mais vu ce qui s'est passé après l'arrestation et autres, et le fait déjà qu'il était condamné, le fait aussi que Nina le fréquentait depuis déjà plus de 10 ans. Donc, dit que il sait ce que tu aimes, ça veut dire qu'elle savait ce que ce monsieur aime. Elle savait que ce monsieur était un criminel qui agressait des mineurs, des gamines. Donc, Ahmed Bakayoko qui sait ce qu'il aime et qui veut faire des affaires avec lui, qui veut créer une relation de confiance pour avoir accès à ses investissements. Lui aussi, il pourrait gagner sa part. Et puis aussi à ce matériel dont ils avaient besoin pour traquer les pro-Gbagbo. Mais il va faire ce que lui, il aime. C'est du donnant-donnant. Mais quant à Nina, on sent là une jeune fille sans scrupules qui était dirigée par l'argent, par le gain. Voilà. Oui, c'est tard la nuit, ce n'est pas le pizza. Ils ne vont pas aller manger le pizza, puis ils ont déjà mangé. Ils sont allés boire un verre, vous allez faire une soirée privée à la maison. Il sait ce que tu aimes. Bon, ça peut aussi dire peut-être le whisky que tu vas boire, mais pour ça, écoutez, on n'a pas besoin de mettre ça dans un mail. Il sait ce que tu aimes. Quand ce monsieur, il transporte des filles de Paris en Floride, jusqu'à sur ces îles, il y a quand même quelque chose. Donc, le procureur de la République doit se saisir au minimum, dès cet instant. Excusez-moi, je pense qu'on n'entend pas. Voilà. Ok, le procureur de la République doit se saisir de cette affaire pour demander à Nina Keïta qu'est-ce que Ahmed Bakayoko a préparé pour Jeffrey Epstein quand il était en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il aimait là que Ahmed devait faire pour lui, puisqu'elle le savait. Ahmed n'est plus en vie. Si Ahmed était en vie, il fallait aussi lui poser la question. C'est quand même assez grave. Le régime se tait, pensant que la tempête va passer et puis on va passer à autre chose. Mais non, nous on ne va pas passer à autre chose. On va décortiquer ce message-là, point par point, jusqu'à la fin. On va décortiquer ce message. Bon, et je reviendrai demain, je suis un peu épuisé. Donc, vous comprenez un peu pourquoi on en parle. Ceux qui sont là, qui me suivent, Doyen Badié qui nous a rejoint, ça dit que c'est une fille sans scrupules. C'est quelqu'un qui n'a pas de morale. Quelqu'un qui n'a aucune retenue. Juste par ce mail, on peut se dire, oui, c'est une jeune fille qui était un peu, comment on va dire ça, les olé exaltés, elle fait des trucs. Donc, voilà, écoutez, elle a fait ça comme ça, elle ne sait pas, on l'a utilisé, c'est une petite fille, la pauvre, on l'a utilisé. Mais non, c'est quand on voit, c'est pas ça. C'est une entremetteuse, c'est ce que les Blancs ont dit, c'est une entremetteuse. Elle sait ce qu'elle faisait, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle ne le faisait pas sans le savoir, comme ça, elle n'était pas utilisée. Ce qui la motivait, c'était l'argent. Comment gagner l'argent avec Jeffrey Epstein ou comment gagner des commissions, des rétro-commissions dans cette affaire. Et elle en a eu sûrement. Et son oncle l'a bombardé à un poste où elle n'a aucun mérite pour occuper. Un poste aussi stratégique, dans un endroit aussi dangereux. Tous ceux qui vivent dans cette zone-là sont en danger. Parce que, à part Nina Keïta, il y a combien de personnes qui ont été recrutées là-bas comme ça à la geste aussi ou à la CI sans le bagage intellectuel, des postes techniques où on met des mannequins, des gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont fait que montrer leur popotin, et on va les mettre pour gérer. S'il y a une crise là-bas à la geste aussi, je vous pose la question, comment Nina peut gérer ça? Comment est-ce qu'elle peut gérer cette crise? Elle qui n'a jamais, voilà le DG qui est là, et
Elle qui n'a jamais étudié, mais elle ne sait même pas ce que c'est que le pétrole. C'est dangereux tout ça. Mes frères et sœurs, on va se retrouver demain. Je suis un peu épuisé. Je vais aller me reposer. Voilà. Donc, en tout cas, prenez cette affaire au sérieux parce qu'il y a beaucoup encore à savoir. Ça, c'est la face de l'iceberg, ce qu'on peut voir. Mais ce qui est en bas qu'on ne voit pas là, c'est encore loin. Que Dieu vous garde. Passez une excellente nuit. Et en tout cas, moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je reviens demain encore, après un bon repos, un repos bien mérité. Je reviendrai encore plus fort. Voilà. Mais on va se quitter avec Boyo Baya, notre chanson préférée. Voilà. On va se quitter avec ça. Passez une excellente nuit. À très très bientôt.